45e semaine. Oui, 45e semaine seulement, ça passe vite et surtout 314e jour de l'année. Eh oui, l'année 2017 est en train de nous lâcher les bras tout doucement, tout doucement. Nous sommes aujourd'hui, mesdames et messieurs, le vendredi 10 novembre. Très heureux de vous retrouver pour la finale de cette semaine, pour cette première semaine, en tout cas, premier cru, premier jet de Matin Bonheur. Marcelin Gauvoy, Fatim Djedje et Eva Amani. Bonjour, mademoiselle Amani. Bonjour Marco, bonjour chez vous. Ça va bien? Oui, l'année est en train de filer, hein. On est pratiquement au terme de l'année. J'espère en tout cas que vous avez réussi à atteindre les objectifs que vous vous êtes éventuellement fixés en début d'année. Et vous Marco? Oui, Dieu merci. Dieu veille, comme je dis souvent. Amen. Dieu veille. Alors nous, les objectifs qu'on se fixe aujourd'hui, deux rubriques très importantes. Nous aurons le JT décalé qui fait son retour, mais cette fois-ci avec l'humoriste Abbas. Et puis en fin d'émission, pendant donc la thématique, on parlera... On va croiser les doigts. Ah là, on parlera de foot. Et oui, éléphant quand tu nous tiens, on le sait tous, les Ivoiriens, les éléphants ont un match très important demain contre le Maroc. Un match qui nous dira si nous sommes, oui ou non, qualifiés pour le mondial 2018 en Russie. Vous y croyez, Marco? Oui, on croise les doigts comme ça. On va croiser les doigts jusqu'à la fin de cette émission, jusqu'à la fin de ce week-end. On ne veut pas dormir à 17 h samedi. Éléphant, ayez pitié. Ayez pitié de nous, s'il vous plaît. Et ce sera avec le sociologue Nikez Lielbien et le journaliste sportif Patrick Guité. Elle est avec nous, Fatim. Vous y croyez à la qualification? Alors, comme vous, je l'espère, mais après, on a été déçus ces derniers temps. Mais restons optimistes. On reste optimiste et on démarre d'ailleurs avec la titrologie. Allez, on y va. Bonjour Eva, bonjour Marcelin, bonjour à tous. Alors, de quoi parlent vos journaux? Que dit la presse nationale en ce vendredi 10 novembre 2017? Eh bien, je vous propose de le découvrir tout de suite en images. À la une de Fraternité Matin, le vice-président Daniel Kablan Duncan appelle à la solidarité nationale pour améliorer les conditions de vie des personnes âgées. Autre titre, le ministre de l'Industrie et des Mines affirme qu'en Côte d'Ivoire, eh bien, il y a de l'or partout. On poursuit avec le gouvernement, mais à la une du quotidien Le Jour, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité annonce des mesures pour lutter contre le banditisme et le terrorisme. Et on apprend que le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, appelle à tourner la page des mutineries depuis Adiaké. On change de journal avec l'intelligent d'Abidjan qui s'intéresse à la lutte contre l'insalubrité et vous dit ce que Anne Ouloto a révélé hier. On y retrouve aussi Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, qui a rencontré le gouverneur du district d'Abidjan, Begré Mambé. Notre voix revient sur les propos du général Deto Leto à la CPI. Les bombardements étaient planifiés depuis le Golfe, nous dit-il. Et on apprend que dans le secteur du pétrole, les travailleurs sont en grève. On en parle tout à l'heure lors de la revue de presse. L'hebdomadaire féminin Go Magazine vous propose une histoire intitulée « La nounou qui en savait trop » et vous donne aussi des conseils, à savoir 3 solutions pour retrouver votre couple après bébé. Et on finit donc avec le journal humoristique et cette excellente une. Tu aimes, on t'aime pas, ça fait mal. Alors on y voit un jeune homme qui tente de se pendre à un arbre debout sur une chaise et il dit à une jeune femme « Tu ne m'aimes pas, je vais me suicider ». À quoi elle répond « Pardon, faut pas salir ma chaise avec tes tapettes, soulève tes pieds, je vais mettre papier ». Voilà, c'est pas sympa. C'est méchant, comme chaque vendredi, c'est triple dose de Fatim Djedje. Alors je vous dis à tout à l'heure et à tout à l'heure. Oui, la première dose, donc c'est très bien passé. Mais n'oubliez pas, ils ont dit « Tu aimes ». On t'aime pas, ça fait mal des... Voilà, moi je vais entendre la prononciation parisienne là, de Fatima. Ça fait mal des... Merci à vous d'être en notre compagnie, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous sommes bien sûr le vendredi 10 novembre 2017. On l'a dit à l'entame, bien sûr, de ce rendez-vous. La Côte d'Ivoire sportive, footballistique, culturelle, bref, la Côte d'Ivoire tout court a un défi énorme à relever. Ce samedi, la génération post-Drogba, Yaya, va devoir se qualifier. Non, il n'est plus en équipe nationale. Ah. Oui. Donc, on espère que cette génération-là va avoir sa qualification. On a dit, on croise les doigts.
Exactement. On va discuter tout avec notre sociologue et puis notre journaliste pour voir un peu l'impact des éléphants. Les éléphants rassemblent les Ivoiriens. Hein, exactement. Et on y croit d'autant plus que selon les experts, on a tous les atouts dans notre manche pour se qualifier. On a les meilleurs joueurs pratiquement du monde qui évoluent dans les plus grands clubs, qui ont fait le déplacement, qui sont là. Donc on espère vraiment compter sur une cohésion, un esprit d'équipe et puis... un vestiaire cool. Exactement, on y croit. On y croit totalement. Quoique. Mais oui, on est obligé d'y croire parce que c'est notre pays. Non, alors, après, les éléphants nous ont appris à ne pas trop espérer. C'est mieux qu'on parle. Voilà. On n'a pas mis les maillots cette fois, on n'a rien fait. Il y a un engouement, qu'on y croit, qu'on en parle, etc. Il y a une déception derrière. Donc on y croit sans trop y croire ou du moins sans trop faire comprendre qu'on y croit. Bref, c'est compliqué avec les éléphants. Mais on regarde, on se met quelque part et puis on regarde un peu la télé pendant le match. Alors, bonne fête aux Léons. Vous connaissez des Léons, vous, Eva? Léon? On a toujours un tonton Léon quelque part. On a toujours un tonton qui s'appelle Léon, une tata qui s'appelle Léontine. C'est un ancien prénom. Hein. En tout cas, les variantes masculines, on a Léonel, on a Léon, Léonella, Léonette, Léonine. Ça, ce sont des prénoms, par exemple, pour des personnes qui attendent un enfant, des propositions de prénoms. Léon, pourquoi pas 2017. Léon, Léonella. Ça vous dit? Non, merci, veto. Oui, vous, on connaît le nom déjà, ce sera Maïva, on sait. Et on précise que Léon vient du mot lion. Voilà. Oui. Voilà, mesdames et messieurs, la gym, vous le savez, passage incontournable. Chaque matin, on se réveille, on gym, tout en cadence, c'est Matin Bonheur. On y va. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être en votre compagnie pour cette dernière séance de gym de la semaine. Alors après une semaine où nous avons passé notre temps à réveiller le corps, on va finir avec un peu d'abdos. Pour ce faire aujourd'hui, je suis accompagné de Rosemary et de Samira, l'une à ma droite, l'autre à ma gauche. Donc si vous êtes prêts chez vous, prenez juste un tapis. Et puis top, on part déjà, on s'allonge là. On se met sur le dos, ok. On plie les jambes et on va aller chercher à toucher les genoux, simplement là. 1, 2, prenez tout votre temps, on va faire 20 deux fois. Top, c'est parti. 1, 2, on touche les genoux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Alors, lorsque vous faites cet exercice, que vous êtes couché, c'est-à-dire lorsque vous êtes dans cette position, vous faites rentrer volontairement le nombril, vous contractez vos abdominaux et vous travaillez là-dessus. Allez les filles, top, c'est parti, on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, la tête ne touche plus le sol, Rosemary. 7, 8, 9, 10, 1, super, 2, plus haut, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok, super. Le prochain exercice que je vous propose, on se met là, toujours couché sur le dos, on casse la jambe gauche là, elle rentre sous la jambe droite et on reste dans cette position-là, ok? Ne vous mettez pas sur le côté, gardez le dos toujours collé au sol et puis on part là. 1, on essaie de toucher le genou qui est en position haute, c'est-à-dire le genou droit. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez vous souffler un peu. On change de côté. On va faire la même chose sur la jambe gauche. Allez, les filles, on fait un petit demi-tour. Voilà. On s'allonge toujours dans la même position. On travaille cette fois-ci sur la jambe gauche. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, soufflez, respirez un peu. On se remet à l'endroit. Allez, tout le monde. On reste assis pour le prochain exercice. Voilà, on joint les jambes là. Ceux qui ne peuvent pas lever les jambes, vous restez dans cette position. Ok, vous descendez le dos là. On reste là. 1, 2, 3,
4. Ceux qui peuvent vous lever les jambes comme moi. 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, courage chez vous. Tenez bon. 8, 9. Ok, super. Allez, on se regroupe là. Ok. Prochain exercice. On repart toujours avec les jambes décollées là et on touche à gauche et à droite. Ceux qui ne peuvent pas, vous restez sur les talons comme ça. On descend le dos et puis on touche à gauche et à droite. Ok. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, on souffle. On prend 5, 10 secondes de repos et on repart. Lorsque vous faites les abdominaux, le principe, c'est de ne pas avoir beaucoup de temps de repos pour pouvoir vraiment maximiser la contraction au niveau de la sangle abdominale. Allez, on va se mettre sur le ventre. Allongez-vous sur votre tapis. Ok. On tend les jambes derrière. Elles ne touchent pas le sol. Les pieds ne touchent pas le sol. Ok. On tend les bras là et on essaie de partir dans ce sens-là. Bien haut. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3. Contractez la sangle abdominale, contractez le fessier. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, super. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Alors, lorsque vous faites ce mouvement, c'est normal d'avoir des douleurs au niveau des lombaires. Ça vous permet justement de renforcer cette partie du dos. Aussi, les abdos doivent être bien contractés, le fessier bien contracté pour que vous puissiez aller bien haut pour travailler vos abdominaux. Nous avons fini pour aujourd'hui, mais si vous avez encore un peu de temps à consacrer à votre séance de sport matinale, profitez-en pour faire un peu de gainage ou répéter ces exercices que nous venons de faire. Nous serons très heureux de vous retrouver lundi pour une autre session de gym. Allez, gardez la pêche. Gardez la pêche, oui. Vous avez la pêche, vous? Oui, toujours. Oui. J'espère que vous aussi. Hein. Il faut faire du sport, c'est très, très, très important. On le dit, il y a du sport, enfin, je veux dire, des exercices, de l'exercice physique en tout cas, préféré par exemple les escaliers à l'ascenseur. 4e étage sans ascenseur. Voilà, exactement. Donc il y a beaucoup de choses comme ça à faire pour garder la forme. La marche simplement aussi, ça fait du bien. Exactement. La marche de façon régulière, ça fait bien fou, quoi. Exactement, il ne faut pas hésiter. Et il ne faut pas avoir peur, quel que soit son état, de faire du sport, quel que soit notre âge, quel que soit notre état, une femme par exemple, enfin bref, voilà. On va parler de toute autre chose, Marco. Un phénomène que vous avez sûrement remarqué dans les rues d'Abidjan, et je pense que c'est pareil partout en Côte d'Ivoire, le phénomène de la mendicité. Ah oui, ça. Alors, ça prend de des mendiants, exactement, on en a pratiquement à tous les carrefours. Alors, ces derniers temps, on a des jeunes garçons ou même des jeunes filles, des petites filles qui proposent de laver les pare-brises de la voiture. Quand vous dites que ce n'est pas nécessaire, ils se transforment en mendiants. Ou même des femmes qui balaient les rues, qui demandent, qui se transforment en mendiantes, etc. etc. Et aujourd'hui, on va parler de la mendicité des jumeaux, parce qu'il n'est pas rare de voir des femmes dans les rues ou devant des édifices religieux exposer leurs jumeaux et demander l'aumône. C'est une forme de mendicité qu'on assimile très facilement à des prescriptions religieuses, mais qu'en est-il exactement? On regarde. Des images comme celles prises dans les rues de la commune d'Abobo, on en voit un peu partout. Des mères qui exposent leurs jumeaux pour demander l'aumône, pour mendier. Comme il n'y a pas assez de moyens, je vais m'asseoir un peu. C'est pas chaque fois il fait quoi? Les vendredis, il vient, il vient m'asseoir pour gagner un peu d'argent, et puis il m'avait à la maison. Cette pratique accourt généralement devant les lieux de culte, les mosquées pour la plupart. L'islam est-il lié à la mendicité? L'islam va dire qu'il y a deux types de pauvres. Il y a un groupe de pauvres qui exposent leurs problèmes dans la dignité et qui doivent exposer leurs problèmes dans la dignité à ceux à qui Dieu a confié les moyens matériels. Mais la nouvelle forme de mendicité, dont moi j'appelle personnellement la mendicité professionnelle, vraiment est tout à fait rejetée par d'autres religions, par le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam. Selon ce guide religieux, la mendicité n'a aucun lien avec l'islam. La mendicité des jumeaux
auraient plutôt des fondements culturels. Quand j'ai accouché, mes belles-sœurs m'ont dit de les envoyer à la mosquée pour mendier, ce que j'ai refusé au départ. Et quand les enfants sont tombés malades, elles sont revenues me dire que c'est parce que je ne vais pas mendier avec eux qu'ils sont tombés malades. Finalement, j'ai accepté et les enfants sont guéris. N'empêche que c'est une pratique peu honorante, autant pour les religieux que pour des associations de lutte pour la dignité des jumeaux. Quand nous voyons les jumeaux dans les rues en train de mendier, premièrement, ça ternit notre image, mais ça nous fait mal au cœur. Ça nous fait mal au cœur parce qu'on ne peut pas concevoir qu'un enfant se trouve soit au milieu de la route, en bordure des voies, et, en train de mendier. Fiers d'être jumeaux, mais encore plus fiers quand l'un d'eux est président de la République. Ici, au sein de l'ambassade du Congo démocratique à Abidjan, cette association de jumeaux est venue honorer le jumeau président, Kabila, le jour de son anniversaire. Le président, son excellence, Joseph Kabila, notre frère jumeau, il est un modèle pour nous. Sa sœur jumelle, elle représente un modèle pour nous. Imaginez un peu, si les parents, depuis leur naissance, avaient opté de les déposer dans la rue pour mendier, ça m'étonnerait qu'ils arrivent là où ils sont aujourd'hui. Beaucoup de mères ne rêvent que d'avoir des jumeaux. Si on pouvait le faire 2 fois, vous avez 4 enfants directement. Vous imaginez? Donc pour moi, c'est une bénédiction, rien de plus. Les jumeaux sont des enfants nés d'une même grossesse. L'aura de ces personnes est diversement interprétée. Simples êtres humains pour certains, facteurs de chance pour d'autres. Ce qui pourrait expliquer la pratique de la mendicité des jumeaux. Et comme pour rester synchrone, mais franchement synchrone avec ce reportage, quand on parle de jumeaux, vous savez que chez nous en Côte d'Ivoire, dans l'ethnie baoulé, quand une personne s'appelle Amani, c'est qu'elle vient après les jumeaux. Eh oui, c'est vrai. Oui. Et les jumeaux, ce sont les Nda. Il y a de fortes chances qu'un jour, on ait des jumeaux encore dans la famille Teva. Je ne sais jamais. En tout cas, merci à vous d'être présents. Alors, aujourd'hui, nous fêtons le départ, le décès d'une personnalité, d'une figure de proue de la littérature française, Arthur Rimbaud, donc décédé le 10 novembre 1891 à Marseille. C'est l'une des figures premières de la littérature française, donc avec des œuvres, c'est un grand poète, Les Illuminations, Une saison en enfer, Le bateau ivre, Eva, qui est très versé dans les lettres. Oui, Le bateau ivre, j'aime bien. Oui, certainement Arthur Rimbaud. Il a eu une grande influence avec sa façon particulière à lui donc de faire ses poèmes, sa manière, son phrasé, sa manière de déclamer. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à l'état actuel de nos routes? C'est là qu'intervient la dextérité de Christelle Akoussa et notre assistante Vicky. Le point route, c'est parti. Première photo, premier tronçon, on y va. Christelle Akoussa. Voilà, apparemment, les dieux de la technique nous ont lâchés par rapport au point route. C'est dommage, c'est bien dommage. Ce sera dans quelques instants, donc, Marco. Elle est de retour, elle est installée. On la retrouve dans quelques instants, dans quelques secondes seulement. On nous dit que les dieux de la technique sont revenus avec nous, le point route. On y va directement. Et voilà, nous sommes aux deux plateaux, Latry, oui. Voilà. Pas beaucoup de circulation à signaler ce matin. Cela n'empêche de rester prudent si on emprunte cette voie. Allez, deuxième image concernant cette fois le boulevard Lagunaire au pied de l'immeuble Djekanou. Là, on a vraiment une circulation quasi inexistante. C'est franchement l'idéal pour rôder le moteur pour le moment. Où est-ce qu'on va à présent? Là, nous sommes au pont de Gaulle. Sur le pont de Gaulle. Pont de Gaulle. On a fêté hier l'anniversaire du décès du général de Gaulle. Exactement. Et il n'y a pas de Goslo, Eva. Tout va bien, ça va. Tout va bien, tranquillement. Et on finit avec, ou bien un dernier pour la route? Merci. Waouh, là on est déjà derrière des grilles. On est au grand carrefour de Trècheville. Grand carrefour de Trècheville. Il y a un grillage de protection dans notre caméra, mais bon, c'est la saison démarre. On va enlever ça progressivement. Et là, le troisième pont, le pont Henri Conan Bédier. Non, c'est plutôt l'échangeur de Marc Horry.
Bah voilà, pas grand-chose à signaler ce matin. C'est vrai qu'il est très tôt et que vous êtes sûrement devant vos écrans en train de regarder la matinale de RTI 1. Et vous faites bien, mesdames et messieurs. Surtout que maintenant, nous allons essayer de vous informer, vous donner les principales manchettes des journaux dans ce joli mouvement initié bien sûr par notre réalisatrice Christelle Akoussa. Et donc avec en ligne de mire, Fatim Djedji. On y va. Abrité jusqu'à 8000 personnes. Mais il y a quelques années, 2 investisseurs visionnaires l'ont transformé en potager souterrain. Et oui, pour commencer avec la revue de presse People. Hein. Elle a dit à l'entame, c'est triple dose. Après la titrologie, la revue de presse People. Et ce week-end, c'est la fête de la bière. Tout à fait. Cette année, la fête de la bière, institution de Solibra, est à sa 9e édition et est désormais dite Bock Festival. L'événement se fait en 3 étapes, San Pedro, Yopougon et Koumassi. C'est donc dans la cité balnéaire que le top départ de Bock Festival 2017 sera donné. Et c'est DJ Mix premier, puis Yodé et Siro qui offriront le live de ce week-end. Quelques potins sur les People en Côte d'Ivoire. Alors, le mardi dernier, Seridier, célèbre joueur des éléphants, a fêté ses 33 ans. L'occasion pour nous de lui souhaiter un joyeux anniversaire et une victoire face au Maroc serait, je pense, le meilleur des cadeaux. On parle d'amour avec Odoxy Yao, qui avait affirmé qu'elle n'avait personne dans sa vie. Eh bien, elle vient de révéler sur son compte Facebook qu'elle n'est plus seule. Je la cite, « J'ai quelqu'un dans ma vie, certes, je ne l'expose pas sur les réseaux sociaux, mais c'est une relation très discrète, je la préfère ainsi. » Alors cette fois-ci, c'est une mauvaise nouvelle. Hein. Ça concerne notre collègue Lynn Jaber qui a été victime d'un grave accident de la circulation dans la journée du mardi 7 novembre 2017. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Elle s'en est sortie indemne, grâce à Dieu. On lui souhaite donc le meilleur pour la suite. L'acteur emblématique Chuck Norris met un terme à sa carrière. Et oui, l'acteur a annoncé officiellement sur la chaîne américaine CBS qu'il mettait un terme à sa carrière d'acteur. La légende des films d'action veut désormais se consacrer entièrement à sa famille, plus particulièrement son épouse, gravement malade, et combattre l'industrie pharmaceutique. Selon lui, sa femme aurait été empoisonnée par un produit injecté avant une IRM. Mariés depuis 1998 et parents de jumeaux, ils vivent un enfer depuis maintenant 4 ans. La princesse et le prince héritier de Norvège ont effectué une visite officielle, c'est en Éthiopie. Oui, et selon Paris Match, les liens sont forts entre la Norvège et l'Éthiopie, et cela ne date pas d'hier. Il faut remonter à la Seconde Guerre mondiale pour trouver l'origine de cette amitié entre les deux pays. Alors, tous les deux exilés en Grande-Bretagne, alors que leur royaume était occupé par l'Allemagne pour le premier et par l'Italie pour le second, le roi norvégien Haakon VII et l'empereur éthiopien Haile Selassie ont noué une relation étroite. Les décennies se sont écoulées, les chefs d'État ont changé plusieurs fois, mais l'amitié entre les deux pays est restée intacte, nous dit l'article. Alors, on finit sur une note humoristique, j'en ris d'avance déjà, et c'est avec le journal Biche. Et oui, c'est une caricature très drôle pour le coup. Un jeune homme mettant sa main devant la bouche de son père dit à sa mère « Papa respire lentement ». À quoi elle répond « Laisse-le, il est tellement avare qu'il gère sa respiration ». Vraiment, c'est pas sympa. Hein. Mesdames, en ce moment, sur les caricatures, on n'est pas très sympathique, je tiens à le dire. Alors, tout à l'heure, revue de presse classique. Merci Fatima, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Il est tellement avare qu'il gère sa respiration. Ouh là là, il faut de... justement, on va saluer tous nos confrères de ces journaux-là qui font beaucoup pour la bonne humeur en Côte d'Ivoire avec leur inspiration toujours débordante. Mais on va se rendre... tout à l'heure, on avait un no comment. Hein, oui, voilà, d'ailleurs, on va retourner à Londres où un abri anti-aérien a été transformé en potager urbain. C'est le no comment. Voilà, pas de commentaires, juste des images fortes qu'on regarde et qui nous édifient. On a abrité jusqu'à 8000 personnes. Mais il y a quelques années, 2 investisseurs visionnaires l'ont transformé en potager souterrain. Des LED roses à basse consommation éclairent des pousses de roquettes, moutarde, coriandre ou encore des petits pois. Tout se fait hors sol avec de l'eau minéralisée qui alimente les plantes. On appelle ça l'hydroponie. Une agriculture de précision où le moindre paramètre est scientifiquement contrôlé. Ici, toute l'électricité vient exclusivement de sources d'énergie renouvelables. L'entreprise vise le zéro émission de carbone. Des exigences qui ont un coût. L'exploitation n'est pas encore rentable, mais pourrait le devenir très prochainement, notamment avec l'arrivée d'un nouveau client de taille, la chaîne de supermarchés Marks & Spencer.
variétés d'herbes sont cultivées. L'exploitation va également s'agrandir pour pouvoir élargir sa palette de produits. Puis l'université de Cambridge, des chercheurs observés tentent d'optimiser la production de chaque aliment. Une solution peut... C'était pas un document, c'était carrément un reportage, mais bon, on a pu avoir la quintessence de... On va revenir là-dessus incessamment. Le temps de revenir à des considérations un peu plus locales, mesdames et messieurs. Vous savez que chaque année, vers la fin de l'année, bien sûr, on a cette manière à nous, surtout en pays Akan, en pays Nzima Kotoko, de dire bonjour à la nouvelle année, de dire au revoir à l'année écoulée. Ça s'appelle l'Abissa et ça donne lieu à beaucoup de frénésie, de joie, d'arômes, de grêlot. Et c'est ça aussi la culture. Abissa 2017, on y va. Sorti de l'Indongbole, le tam-tam sacré le dimanche 29 octobre, après une semaine de retraite dans la forêt. Il a été conduit au palais royal par la famille Mvavile, dépositaire de l'Abissa pour être remis au roi d'Nzima Kotoko, Sa Majesté Nana Désiré Amontanoé. Celui-ci, à la suite de libation, a remis l'Indongbole au peuple qui va l'utiliser durant les jours de l'Abissa. La marée humaine s'est ainsi déportée sur la place de l'Abissa, où pendant une semaine, les 7 familles qui composent le peuple Nzima Kotoko seront à l'honneur. Les festivités marquant le nouvel an du peuple Nzima viennent ainsi de commencer. Devenue l'une des rencontres culturelles les plus prisées en Côte d'Ivoire, l'Abissa draine chaque année des milliers de festivaliers qui viennent de toute la Côte d'Ivoire et même de certains pays africains et d'Europe. C'est le cas de ces couples marocains et franco-allemands qui participent à l'Abissa pour la première fois. C'est la première fois. J'habite à Grand Bassam, mais chaque fois que l'Abissa s'est passé durant les dernières années où j'étais ici, j'étais en mission à l'étranger. Je suis avec mon mari et mes enfants au festival d'Abissa, par des amis qui ont déjà vécu ça l'année dernière, et puis aussi on a regardé sur internet. On vient d'arriver, ça fait 2 mois qu'on est là, on est arrivé fin août, on vient de Lyon. Voilà, on a envie d'être proche, de connaître la culture ivoirienne, populaire, voilà. Une fois sur les lieux, Madame Amissou découvre la fièvre de l'Abissa. Elle ne tient pas sur ses jambes et la voici dans l'arène. C'est génial, on s'amuse super bien, c'est super, j'adore danser, tout le monde danse, c'est super. Certains festivaliers y viennent pour la première fois, d'autres par contre sont des habitués de cet événement. Mais ils ne s'en lassent jamais. Nous on a l'habitude de venir ici, mais on n'a jamais dansé. Aujourd'hui on va danser. En tout cas nous sommes heureuses de venir, c'est intéressant, on se divertit, c'est intéressant quoi. À l'Abissa, il y a aussi les maquillages que l'on peut voir sur le visage de la plupart des visiteurs. Plusieurs maquilleurs et maquilleuses proposent leurs services dans les différentes artères du quartier France. Au début, à Abissa, c'est un maquillage, ça l'on prenait pour maquiller des gens pour danser. Sans ça, on ne sent pas l'Abissa. Donc c'est ça qui fait l'Abissa. On prend pour maquiller les gens. Mais aujourd'hui, nous tous, on est devenus même chez tout le monde. Moyennant une pièce, peu importe le montant, vous avez droit à une séance de maquillage en bonne et due forme. Et pour les festivaliers, pas question de se faire prier. Au fait, j'ai cru que le maquillage signifie quelque chose de grand vu que c'est la fête d'Abissa. Donc je suis heureux de me faire maquiller aujourd'hui et grâce à la fête d'Abissa, je suis heureux d'être ici. J'ai essayé de me faire maquiller parce que je crois que c'est une fête des générations, comme dans toutes les fêtes des générations, on se maquille. On a vu dans le clip de Yobo Agbadjan, ils sont tous maquillés. Cette activité ponctuelle est très rentable pour les maquilleurs. Ça dépend. Par jour, il peut avoir au moins 5 000, bien 10 000. À côté des maquillages, il y a aussi les déguisements. Aucun complexe, pas de tabou. Les hommes se déguisent en femmes et vice-versa. On rivalise de créativité dans les déguisements pour attirer au maximum les regards sur soi. C'est notre fête, chaque année on doit fêter. D'ailleurs, on fait pour ça. Parce que bon, quand les femmes se déguisent en les hommes, et puis les hommes se déguisent en femmes. On fête l'Abissa, on danse. Et puis il y a tout, on s'amuse aussi, voilà. L'idée s'en coule, le tchorobo, le kérébé, on fait ça et puis les garçons on les coupe. S'il y a une chose qui attire aussi du monde à l'Abissa, ce sont les maquis et restaurants. En plus des 2 villages gastronomiques créés pour l'occasion, il y a aussi les particuliers qui profitent également de la fête. Ouverts pour la plupart à partir de 10 h, ces espaces ne désemplissent jamais.
et on y trouve un peu de tout. Il y a un peu de tout, de la sauce, de crevettes, de l'escargot, de cabri braisé, cabri au four, tout. En famille ou entre amis, les festivaliers se retrouvent dans ces espaces pour passer le temps en dégustant les succulents plats du pays, le tout arrosé d'alcool. On a fait le déplacement depuis Abidjan pour venir voir un peu qu'est-ce qui se passe à cette édition d'Abissa. Et bien là, ça rencontre parfaitement notre agrément. Voilà, parce que ici, tout est au point, tout est au top. Nous avons tous nos mets ici qui sont dignement représentés et je vous assure que cette année, les cuisinières sont de qualité et franchement, elles sont encouragées. On était en famille chez le roi et nous sommes venus manger un peu avec les amis que j'ai invités. Et puis après, on retourne au podium pour continuer la fête au rythme du tam-tam de l'Abissa. Les plus heureux, ce sont les tenanciers de ces espaces qui font de bonnes affaires. Par la grâce de Dieu, nous avons assez de commandes. Nous disons merci à Abissa et au comité d'organisation. L'Abissa, fête des réjouissances du peuple Nzima Kotoko, est sans nul doute le plus grand événement culturel ivoirien de cette fin d'année. Et pour les fils Nzima, il était impossible de manquer l'apothéose de cette fête, marquant l'entrée dans le nouvel an de ce peuple originaire de la région de Grand Bassam. Pour preuve, ce week-end, les rues de la ville classée patrimoine mondial de l'UNESCO, ainsi que les espaces réservés pour la célébration de l'Abissa refusaient du monde. En tout cas, la fête était formidable. Plus que les autres années, en tout cas, j'ai aimé. Ce qui m'a marqué surtout, c'est les dessins qu'on fait sur les visages. Voilà, en fait, je n'ai jamais vécu. C'est la première fois, donc ça m'a vraiment marqué. Chaque année, je viens avec mes enfants, ils sont grands maintenant, donc je suis venue avec mes petits-enfants pour qu'ils découvrent la culture et qu'ils voient pourquoi, quand on rencontre les jeunes Zima, ils ont une éducation. Et quelle que soit la mutation sociale, on remarque toujours que les jeunes Zima, ils ont un bon comportement parce que les aînés les ramènent à la culture. Ce qui m'a marqué vraiment, il y a eu la sécurité, il n'y a pas eu de palade, il n'y a pas eu de blessures. On s'est bien amusé sincèrement. C'est un pincement au cœur que ce soit fini. On aimerait que ce soit au moins sur un mois. Après la cérémonie officielle de clôture sanctionnée par le message du roi à son peuple, les festivaliers ont poursuivi la fête tard dans la nuit dans les différents maquis. L'Abissa 2017, c'est fini. Les initiateurs donnent rendez-vous aux festivaliers l'année prochaine avec encore plus de sensations. Ils ont donné l'appétit, ce reportage avait le mérite de donner l'appétit à Eva. De la nourriture, qui a envie de manger du cabri braisé ce matin. Etc. C'est l'essence de l'Abissa. On se retrouve dans quelques instants. Vous avez rendez-vous avec Maïsako pour la première session d'information de la journée. Elle sera précédée par la météo. Le festival de l'électronique et du jeu vidéo d'Abidjan, FEJA, se tiendra le 11 et 12 novembre 2017 au Palais de la Culture. Venez découvrir et participer à des tournois de jeux vidéo avec 8 millions de francs CFA à gagner, mais aussi des conférences, un marché de l'électronique, 2 concerts. Venez nombreux pour jouer aux derniers jeux vidéo dans notre salle géante. Tickets en vente sur www.feja.ci, à la Fnac, à la Librairie de France, chez Hassan et au Palais de la Culture. Infoline 07 90 80 80. Sponsor officiel Orange. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette matinée, le temps sera nuageux sur les régions du littoral avec des possibilités de faibles pluies. Le reste du pays sera partiellement nuageux et progressivement ensoleillé. Les variables de la matinée, on aura 25 degrés à Abidjan, 24 degrés à Diaké, 21 degrés de minimal à Bondoukou, 22 degrés à Boaké, Daloa, Dambokro, Gagnoa et Korogo, 21 degrés à Mans, 22 degrés à Odiéné, 23 degrés à San Pedro Sassandra Tabou, enfin 21 degrés à Yamoussoukro. Pour la
après-midi, après un temps ensoleillé, l'effet de brise favorisera la formation de cellules orageuses suivies de pluies le long du sud forestier. Ces cellules pourraient affecter les régions de l'Est, de l'Ouest et surtout les régions du littoral en fin de période. Ailleurs, le temps sera ensoleillé avec une faible sensation d'harmattan dans l'extrême nord-est du pays. Pour les variables de l'après-midi, on aura 32 degrés à Abidjan, 30 degrés à Diaké, ça sera la minimale, 33 degrés à Bondoukou et Boaké, 34 degrés, ça sera la maximale à Daloa, 33 degrés à Dambokro, 32 degrés à Gagnoa. Il fera 33 degrés à Korogo, 32 degrés à Mankoma-Odiene, 30 degrés à San Pedro, 31 degrés à Sassandra. Il fera 30 degrés à Tabou, enfin 34 degrés de maximale à Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Présent en Côte d'Ivoire depuis hier, le Premier ministre du Burkina Faso, Paul Kabatieba, va prendre part à Abidjan au forum Diaspo Invest 2017 qui vise à mobiliser la diaspora burkinabé en vue d'investissement. Le chef du gouvernement burkinabé a été reçu par son homologue ivoirien, Amadou Gon Coulibaly. Les deux personnalités ont fait le point du 6e traité d'amitié et de coopération entre leurs deux pays. Nous poursuivons avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui va lancer le samedi 11 novembre prochain les travaux de reconstruction de la nationale A3 en son axe Boaké-Ferke-Sédougou. Des travaux qui étaient très attendus par les usagers de cette route. L'heure est à la mobilisation pour faire de cette date un moment mémorable. Kader Sorodogo. L'axe Boaké-Ferke-Sédougou, un pan très important du trafic routier sur la nationale A3 qui part d'Abidjan pour aboutir au pays sans port, situé au nord de la Côte d'Ivoire. Cette route est dans un état de dégradation très avancé. La route Boaké-Ferke, sincèrement, c'est très grave. On ne peut pas rouler. Bon, il y a l'état de la route aussi fait que vraiment les gars coupent la route. J'ai quitté Abidjan, je vais au Mali. Ça me fait 4 jours maintenant sur la route. La route, vraiment, c'est pas bon. C'est à cause de gâter route là, on a retardé comme ça. Certaines communes paient le lourd tribut de cette dégradation. Depuis pratiquement 2 ou 3 ans, nous sautons aussi bien dans les caisses de la mairie qu'au niveau des activités commerciales et économiques, que l'activité économique de la ville a pris un grand coup. Parce que beaucoup de camions sont obligés de faire des déviations et nous sommes isolés. Cette situation sera bientôt un lointain souvenir. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly procédera ce samedi au lancement des travaux de reconstruction de ce tronçon de 215 km. Le Premier ministre lui-même sera en visite d'État chez nous. C'est donc un grand honneur que nous avons à le recevoir. Ensuite, un sentiment de joie, une joie immense parce que cette voie internationale qui traverse Katiola et qui va jusqu'au nord, y compris les pays voisins, cette voie internationale va être reconstruite et cela a été longtemps une attente de nos populations. Tout est mis en œuvre pour faire de ce lancement un moment festif. L'axe Boaké-Ferke-Sédougou réhabilité permettra de redonner à la nationale A3 son statut de route numéro 1 en termes d'échanges économiques entre la Côte d'Ivoire et ses voisins, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger.
Direction le Parlement où le ministre des Infrastructures économiques était hier face aux députés pour expliquer les raisons de la dégradation des routes. Amédée Kouakou a aussi exposé sur le programme de réhabilitation des voies sur la période 2016-2020. Francis Boifou. Du fait de la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire entre 2000 et 2010, le réseau routier long de 82 000 km n'a pas été entretenu convenablement. Propos du ministre des Infrastructures économiques face aux députés ce jeudi. Le docteur Amédée Kofi Kouakou relève que sur la période 2011-2016, le gouvernement a réhabilité 165 km de voies bitumées, construit de nouvelles routes et des ponts à travers le pays. Cela pour faciliter la circulation des biens et des personnes. Nous saluons l'effort du gouvernement qui vise à redonner à la Côte d'Ivoire un potentiel routier important. Mais beaucoup reste à faire et nous comptons sur ce ministre et son gouvernement pour satisfaire l'entièreté des Ivoiriens. Cette séance de questions-réponses a permis aux députés de s'informer sur les causes de la dégradation des routes et les dispositions prises pour assurer la solidité et la durabilité des ouvrages réalisés. Ce qui est rassurant, que le BNET, LBTP, tout ça, vont revenir et vont essayer d'assurer le contrôle pour une meilleure qualité de nos routes. Je prends le cas de mon département qui est Pricro, qui depuis 40 ans attend que sa voie soit bitumée. Et je pense que cette voie même, la promesse a été faite par le chef de l'État en 2014 lors de son passage. Le ministre nous a rassuré que cette voie-là va pouvoir être construite. Il est important aujourd'hui de véritablement résoudre définitivement le problème de la côtière qui relie San Pedro à Abidjan. Pour le ministre des Infrastructures économiques, il est prévu sur la période 2016-2020 la construction de 100 km d'autoroutes, la réhabilitation de 4 560 km de routes existantes et la construction de 1 300 km de routes neuves pour un investissement global de plus de 3 500 milliards de francs CFA. Le chef de l'État est très regardant désormais sur la qualité des travaux et nous avons porté ce message fort aux députés pour leur dire que désormais les entreprises qui vont faire des travaux de mauvaise qualité vont les reprendre à leurs frais. Ce sont des exigences du chef de l'État. Nous avons informé les députés qui ont eu aussi des préoccupations. Nous avons noté et voir qu'est-ce qu'on pourra faire pour eux. Abordant la question de la surcharge, principal facteur de dégradation des routes, le ministre a indiqué que l'application du règlement 14 de l'UEMOA et les sanctions liées à cette mesure communautaire restent la solution. En image, le ministre d'État, ministre de la Défense, continue ses tournées de prise de contact et de travail dans les unités et casernes militaires. Ahmed Bakayoko était hier à la base principale des forces spéciales à Diaké. Il entendait connaître leur réalité opérationnelle en vue d'y apporter des solutions. Cette visite du ministre d'État, Ahmed Bakayoko, se situe également dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail de ces forces. Les douanes ivoiriennes ont pour leur part fait une importante prise. Elles ont mis la main sur un trafic illégal d'or à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. 54 lingots d'or ont été saisis et stockés pour le moment dans les entrepôts de la douane. Valeur de la saisie, 600 millions de francs CFA. Adama Koni. Beaucoup de filets réalisés par les douanes ivoiriennes. Un passager interpellé au salon VIP de l'aéroport international d'Abidjan, avec un bagage peu ordinaire. Une valise à double fond contenant 54 lingots d'or de 21 carats soigneusement rangés. D'un poids d'environ 30 kg, la valeur de la marchandise est chiffrée à 600 millions de francs CFA. Selon les douaniers, le passager serait passé par le salon ministériel avant d'accéder à la salle VIP. C'est une infraction prévue et réprimée par la loi. Il s'agit d'exportation en contrebande d'or. L'exportation d'or est soumise à des autorisations préalables délivrées par deux ministères, celui de l'industrie et des mines et le ministère de l'économie et des finances. Un mot d'environnement, le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable a entamé plusieurs réformes dans le secteur des déchets en Côte d'Ivoire. Ce jeudi, le ministre Anne-Désiré Ouloto a expliqué le bien fondé de ces réformes à la presse. Grâce Kando. La ministre Anne-Désiré Ouloto face à la presse nationale et internationale ce jeudi. La ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable explique les réformes dans le secteur des déchets en Côte d'Ivoire. Des réformes qui visent une meilleure organisation et structuration du secteur. Parmi les réformes engagées,
On note la dissolution de l'ANASUR, l'Agence nationale de salubrité urbaine, et le Fonds de financement des programmes de salubrité. Ces deux structures sont désormais remplacées par l'ANAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets. Elle sera chargée, entre autres, de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de gestion des différents types de déchets solides, en mettant l'accent sur la valorisation des déchets en vue de promouvoir une économie circulaire. Les sillons sont désormais tracés pour régler la question de la gestion des déchets. La ministre de la Salubrité a entrepris plusieurs chantiers. Abidjan ne sera plus divisé en 20 lots. Abidjan est désormais divisé en 3 lots. L'appel d'offres a permis de sélectionner 2 opérateurs. Les prestations attendues désormais sont les suivantes. La modernisation des opérations de nettoiement avec l'usage de matériel de pointe. La délégation de la construction et de l'exploitation, 2 centres de valorisation et de traitement des déchets. Les déchets ainsi conditionnés, collectés, transportés à partir des points de groupage et de transfert. Quelle est leur destination? Ce sera donc le centre de valorisation et de traitement des déchets. La fermeture et la réhabilitation de la décharge publique d'Apudo. La mise en œuvre de toutes ces réformes démarre en mars 2018. Pour relever le défi de la salubrité, la ministre Anne-Désirée Ouloto appelle à un engagement de chacun. Rendons-nous à Paris où se tient le Salon du bâtiment. La journée de mercredi était consacrée à la Côte d'Ivoire. Elle était meublée par des panels animés par le ministre de la Construction Claude Isaac Dé et le représentant du BNET sur la question de l'habitat, la construction et les études de projet. Le stand ivoirien dénommé Village Côte d'Ivoire était l'attraction des visiteurs. Chantal Eoumon à Candan. Troisième journée du rendez-vous mondial du bâtiment à Paris. La Côte d'Ivoire à l'honneur. La journée a été soutenue par des panels. Les grands axes de la politique de l'habitat et le potentiel business par l'industrie du bâtiment et les grands projets de construction et d'infrastructures inscrits dans l'agenda du Programme national de développement, PND, ont été présentés par le ministre en charge du logement et le BNET. Sur ce projet qui s'apparente au site sur lequel nous sommes, il s'agit effectivement pour Abidjan d'avoir aussi un parc d'exposition. Et donc le coût également de ce projet se situe à 53 milliards de francs CFA. Bon, au niveau de la sécurité foncière, bon, je vois que le gros problème qu'il y a au niveau de l'insécurité, c'est la question des lotissements villageois. Parce que ce qu'on a le villageois, donc le villageois, s'il n'est pas bien enregistré et qu'il fait l'objet de transactions, c'est clair que ça échappe complètement à l'administration parce que c'est facile. À travers leur communication, les panélistes ont vendu les opportunités d'affaires du label Côte d'Ivoire. Une vente aux enchères très colorée, à l'image des ambitions d'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. L'un des temps forts de cette journée, l'inauguration du village Côte d'Ivoire, où les participants ivoiriens entendent prendre pleinement la place qui leur revient dans ce marché du donner et du recevoir. Cette journée qui a enregistré une forte affluence a suscité un intérêt particulier des visiteurs face aux différents produits proposés par les exposants ivoiriens. Et en tant que tel, nous sommes aussi à ce salon pour présenter les nouvelles solutions innovantes que nous avons développées à l'endroit de nos compatriotes qui sont à la diaspora, pour sécuriser leur acquisition immobilière et pour sécuriser également toutes leurs opérations immobilières en direction de la Côte d'Ivoire. La journée dédiée à la Côte d'Ivoire a été marquée par une dégustation de mets typiquement du terroir.
Dans l'actualité à l'étranger, les juges d'instruction guinéens qui enquêtent sur le massacre du stade de Conakry en 2009 ont transmis le dossier au parquet, ouvrant la voie à un procès, plus de 8 ans après les faits. Le 28 septembre 2009, des militaires avaient tué au moins 157 personnes et violé 109 femmes dans un stade de Conakry où étaient rassemblés des milliers d'opposants à la candidature à l'élection présidentielle du chef de la junte de l'époque, Moussa Dadis Camara. La police sud-africaine a annoncé hier avoir ouvert sur plainte des services de renseignement du pays une enquête sur le journaliste Jacques Pauw, qui vient de sortir un livre à charge contre la présidence Zuma. The President's Keepers, les gardiens du président, publié le mois dernier, dépeint un sombre tableau de la présidence de Jacob Zuma, accusant le gouvernement et certains services de l'État de corruption, d'incompétence et de népotisme. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci beaucoup, Maïni. C'est un plaisir de vous retrouver. Franchement. Les vacances se sont bien passées? Très bien passées. Entre Malibu, l'Afrique du Sud, que vous aimez très bien. Nous nous sommes peut-être rencontrés en ces lieux, je ne sais pas. Merci à vous. On va maintenant rencontrer, là, ça c'est sûr, sur ce plateau, la re-rencontrer, parce que c'est sa 3e intervention. Hein. Maintenant, la revue de presse, on y va. On commence bien sûr avec une lettre ouverte adressée au président du FPI, le Front Populaire Ivoirien. Le juriste Jean Bonnet s'adresse directement à Pascal Afin-Guessant dans les colonnes de l'éléphant déchaîné et il débute sa missive ainsi. Avec cette énième agression du vice-président Gossio, ne juges-tu pas, président, que ces gens n'ont plus rien à faire et à voir avec nous? Alors l'auteur reproche au camp Sangaré des frondeurs de ternir l'image du parti et surtout celle de Laurent Gbagbo et s'étonne de l'inaction du président du FPI, Pascal Afin-Guessant. Ensuite, Jean Bonin propose une liste exhaustive depuis 2014 des violences verbales et physiques qui témoignent de la lutte intestine au sein du parti, avant de conclure ainsi: je crois que si nous n'y prenons garde, nous risquons de nous enfoncer dans une spirale de la violence, chaque jour un peu plus lâche et perfide. Et puis la tourmente également dans le secteur du pétrole menacé par une grève. Et oui, notre voix nous informe que le syndicat national des entreprises pétrolières de Côte d'Ivoire entre en grève à partir de ce lundi 13 novembre pour réclamer la réintégration de ses membres licenciés des entreprises du secteur et exiger le respect des droits du travailleur. L'information a été donnée hier, jeudi 9 novembre, au siège du dit syndicat par le secrétaire général Jérémy Wondje. Ce dernier a aussi rappelé que le préavis de grève adressé au ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a expiré hier. Ailleurs en Afrique, le Burundi face aux accusations de la Cour pénale internationale. Selon l'intelligent d'Abidjan, les juges de la CPI autorisent une enquête contre le Burundi 2 semaines après son retrait du statut de Rome. Cette décision de la chambre préliminaire permet au procureur de la CPI d'ouvrir une enquête sur des crimes qui auraient été commis au Burundi ou par des ressortissants burundais à l'extérieur de leur pays depuis le 26 avril 2015 et jusqu'au 26 octobre 2017. La chambre préliminaire a jugé que les éléments justificatifs présentés par le procureur de la CPI, y compris les communications que celui-ci a reçues des victimes, donnent une base raisonnable pour mener une enquête concernant les crimes contre l'humanité. Au sport cette fois, enfin, tout juste à côté du sport, l'agression d'un supporter marseillais par Patrick Evra fait couler beaucoup d'encre et de salive. Tout à fait. Le 2 novembre, le défenseur de l'Olympique de Marseille a asséné à l'échauffement un coup de pied à un supporter indélicat. Alors un geste largement commenté par les médias, voire trop, selon Jeune Afrique qui s'interroge sur ce brouhaha médiatique. Certes, personne ne nie la gravité du racisme dans les stades, mais à l'heure du buzz, les positions tranchées sur les plateaux télé, avant même que des enquêtes ne soient diligentées, traduisent surtout, selon l'auteur, le reflet d'une impuissance dans la lutte contre la violence et contre le racisme dans les stades européens. Pour finir, la dernière histoire insolite de la semaine. Et oui, et ça vaut le détour. On parle encore de... Je ne peux pas vous le dire, je vais vous faire deviner. Allez, j'aime bien vous embêter. Eva et Marcelin. Qu'est-ce que c'est? Ah ben bravo. Vous aurez des problèmes, Eva, je tiens à vous le dire, si vous allez aux États-Unis. Il y a de cela quelques jours, une jeune femme britannique a découvert que son chien, âgé de 2 ans, avait le portrait du 45e président des États-Unis dans l'oreille. Vous allez voir la seconde image apparaître. Donc une découverte étrange.
qu'elle a décidé de poster sur les réseaux sociaux et qui a connu un succès immédiat avec plus de 45 000 likes. Alors, vous voyez bien la bête, je parle bien sûr du chien, n'est-ce pas, qui en plus est tout mignon, il faut le dire. Ne donnez pas des problèmes à la rédactrice en chef. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fatima. Alors, on vous retrouve ce dimanche pour Ailleurs dans le monde, le magazine de l'actualité internationale, c'est sur Radio Côte d'Ivoire. Tout à fait, on évoquera donc ce dimanche la suspension des élections présidentielles aussi bien au Kenya et au Libéria. On s'intéressera à la relation entre la France et le Burkina Faso à travers différents dossiers dont l'extradition de François Compaoré, le frère de l'ex-président, et aussi la demande de la levée du secret défense par le Burkina pour le dossier Thomas Sankara, et c'est dimanche 9h05 sur 88.00. Émission d'ailleurs qui gagne, qui grimpe en audience et qui a de plus en plus d'adeptes. Félicitations à vous. Merci et à toute votre équipe du côté de la radio. Nous, on continue notre matinale. On vous rappelle qu'à partir de 7h, en tout cas ne bougez pas, restez connectés sur RTI 1 parce qu'à partir de 7h, il sera question de football, il sera question précisément d'éléphants. Oui, qualification ou pas demain. On en parlera avec notre sociologue qui parlera de l'impact donc du foot et surtout du jeu des éléphants sur les Ivoiriens. Et puis on aura un journaliste sportif qui décryptera tout le côté technique. Et pour l'heure, on peut se promener un peu dans les rues d'Abidjan, Eva. Point en route, c'est parti. Là, nous sommes à l'échangeur. Donc, par rapport au pont HKB, hein, c'est ça? Exactement, l'échangeur de Marcory. Et on sent qu'il n'y a pas de go-slow, c'est le moment idéal pour partir, ça va. Autre tronçon, Christelle Akoussa, on va aller à... Eva, c'est où ça? Eva, vous qui voyez bien de loin. Là, nous sommes au pont de Gaulle, sur le pont de Gaulle, oui. Exactement. Alors, il fait encore assez sombre, on distingue quelques véhicules, mais on voit qu'on n'est pas encore au plus fort de la circulation de la journée. C'est peut-être le week-end aussi. Exactement, le week-end commence vendredi, on ne se pas très tôt. Par contre, là, à Koumassi, la zone préférée d'Eva Amani, qui aime beaucoup Koumassi. Zone préférée. Ah bon? C'est déjà fini? Je vous expliquerai pourquoi. Donc à Koumassi, ça commence tout doucement au Grand Carrefour à être un peu bondé. Ensuite, pour terminer, peut-être Trècheville, Christelle Akoussa. Non, deux plateaux, Cocody, sur le Latry. Là, on commence à avoir le balai des... Le balai des véhicules communaux appelés... Waro. Oui, ça c'est la version Eva Amani. Merci beaucoup. Il est, Eva, 6h50, dans 9 minutes, 7h. L'autre sociologue vient d'entrer dans ce studio. On va bien sûr dans quelques instants seulement être avec eux, mais n'oubliez pas que, Eva, pour anticiper, ça m'est venu comme ça à l'esprit tout à l'heure, c'est dès maintenant qu'il faut commencer à penser aux courses de Noël. Exactement, oui, vous le disiez d'ailleurs en début de semaine. On a tendance à s'y prendre assez tard et puis on se retrouve carrément en retard, tout simplement. Donc il faut y penser, à qui est-ce qu'on offre des cadeaux. Exactement. C'est pas encore la grosse période d'affluence, donc vous pouvez dénicher de belles petites perles, de beaux petits cadeaux à pas grand prix. Donc déjà, commencer par la sélection. À qui on offre des cadeaux en général? C'est aux enfants. Donc on va lister les enfants de l'entourage. Aux conjoints. Les cadeaux de Noël Oui, ah oui, ça c'est plus la fin d'année. Voilà. En tout cas pour Noël, déjà lister les enfants de l'entourage, les neveux, les nièces, les filleuls, etc. etc. Et puis en fonction de l'âge et du sexe de l'enfant, bien évidemment, on trouvera le cadeau le plus approprié possible. Eva, j'ai une question à vous poser. À quel âge, jusqu'à quel âge on peut offrir un cadeau à son enfant? De 0 à 18 Oh non, ans? pour Noël, je pense que quand on rentre dans l'adolescence, déjà, j'allais dire on n'y a plus droit, mais en tout cas, moi, je pense que le cadeau de Noël, c'est vraiment pour les enfants jusqu'au début de l'adolescence. Après, on passe à autre chose. Vous trouvez la parade, nous sommes tous les enfants de nos parents, donc on a tous droit au cadeau. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Je rappelle que Christelle Akoussa, elle aura son cadeau de Noël, son cadeau même dans la semaine. Vous comprendrez pourquoi réalise cette émission en compagnie de Soro Félicité qui viendra la semaine prochaine. On se retrouve dans quelques instants. Le temps pour Eva de grignoter son cabri braisé qui vient d'arriver dans un plateau magnifique. Tout à l'heure. Il est là. Ton humeur aussi a changé. Mon bébé, dis plutôt depuis que le diable est sorti de notre vie. Je te suis pas, maman. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Depuis un an que Noël est sorti de la vie de mon fils, tu ne vois pas que tout va bien, on a déménagé, on est dans une belle maison. Pardon, ne me quitte pas. Si tu veux, tes parents peuvent venir passer les vacances ici.
ne m'abandonne pas. Il ne s'agit pas de mes parents. Tu sais très bien qu'ils passent leurs vacances toujours au bord de la mer. Il s'agit du fait que je ne me fais pas confiance. Toi, tu es tout le temps parti, tu n'es jamais à la maison. Et puis laisse-moi aller voir mes parents. Tu ne veux pas qu'ils viennent me rendre visite. Laisse-moi aller leur dire bonjour au moins. Nawel, moi aussi j'ai de la famille. Et je veux que nous puissions vivre notre amour seul. Je n'aime pas ces histoires de parents, d'amis, de connaissances. Je n'aime pas ça. Acceptons de transformer positivement nos pensées pour un avenir commun épanouissant. Et surtout, faut pas fâcher. La rétro, du lundi au vendredi à 16h30 sur RTI 1. Tout est en ordre, je suis juste mort de fatigue. Rentrez vite chez vous. Je vais prendre la relève maintenant. Est-ce qu'il y a eu du mouvement? Non, ne vous en faites pas, il n'y a que des médecins et des infirmières à passer, tout est en ordre. Bon, c'est parfait. Ça m'embête de devoir te dire ceci. Mais vu ce qui s'est passé avant que tu ne partes, il faut que je te prévienne, chérie. Il s'est passé 20 ans, c'est vrai, mais ce type est toujours aussi redoutable. Peut-être même pire. Je sais, Chico. C'est pour ça que j'ai peur que la nouvelle de mon retour lui parvienne aux oreilles. Tu veux dire que ton beau-père a été hospitalisé? Est-ce que c'est grave? Ça peut en effet devenir très grave, Eric. Et c'est exactement pour cette raison qu'il faut que j'aille lui rendre visite. Bon alors, Alberto. Qu'est-ce que tu as pour moi? Tu as laissé planer le mystère autour de ce rendez-vous. Oui. Les murs de ma maison ont désormais des oreilles et je ne veux prendre aucun risque. On ne fait rien pour l'instant. Il y avait beaucoup de gens à entrer et sortir de la chambre. Alors on reviendra quand ce sera plus tranquille. Démarre. Démarre. Fleurs Caraïbes, du lundi au vendredi à 19h25 sur RTI 1. Ils ont tous tenu à souhaiter un bon anniversaire à leur radio de cœur. Yo, what's up, man? Nous sommes tous passés par là. Joyeux anniversaire à la radio. Joyeux anniversaire à la radio des jeunes. Joyeux anniversaire à Fréquence 2. La Fréquence Jeune. HBD Fréquence 2. Joyeux anniversaire à Fréquence 2. Joyeux anniversaire à Fréquence 2. Joyeux anniversaire à la radio. Fréquence 2. Joyeux anniversaire Fréquence 2. Moi c'est Augustin. Beaucoup de bonheur à cette radio. Fréquence 2 ou rien. Longue vie à toi Fréquence 2. La radio des jeunes. Joyeux anniversaire Fréquence 2. Bon anniversaire à Fréquence 2 là. Joyeux anniversaire Fréquence 2. Joyeux anniversaire à Fréquence 2. Un an de plus à se faire. Joyeux anniversaire à la radio Fréquence 2. Joyeux anniversaire Fréquence 2. Je me disais qu'on pourrait peut-être aller dîner ensemble. Oh, un genre de... Rencard, si t'en as envie. Paige, et toi? J'ai suivi ton conseil. J'avais l'occasion de dîner avec une femme belle et intelligente. Ça aurait été stupide de renoncer. Ça vous dit quelque chose, Mark Collins? Mark a travaillé pour ma société, Scorpion. C'est un as de haute fréquence. Il écoute la quasi-totalité des signaux qui peuvent transiter dans l'air. Et il était comme vous, à la base? Mark est un cas à part. Quand il s'est barré, il a fait le meilleur choix de sa vie. Et le voir revenir là, c'est l'horreur. Docteur Curtis, j'aimerais simplement que vous émettiez un avis sur la santé mentale de Monsieur Collins. Je vous écoute. Médicalement parlant, il est plus timbré qu'un colis pour Dubaï. Je vais te tuer! Je vais te tuer! Regarde ça, Sylvester. C'est de la bombe ou quoi? Scorpion, ce samedi à 20h50 sur RTI 1. Mélanie Cross, 1988. C'est moi? C'est une espèce de source d'énergie. Il faut que cet œuf s'en aille. Big Jim a jeté l'œuf dans le gouffre. Ce qui nous arrive prouve que c'était sa source d'énergie. Le dôme est en train de se contracter. Tu veux dire en train de rétrécir? Vu comment les parois s'arrêtent et repartent, le dôme ne va pas tarder à tous nous écraser. Non! Mélanie! Mélanie! Le passage pour Zénith est bloqué? Il est bien plus que bloqué, il a disparu. On va pouvoir redevenir une famille. Menteur! Tu bosses pour ceux qui ont l'œuf et qui nous retiennent ici. Jim! Lyle! Quoi qu'il se passe, maintenant qu'on est là, on va avoir besoin de Lyle. Tout est de ta faute! Où est Mélanie? J'ai pas une vision qui nous montre qu'on peut peut-être la sauver. Attrape-moi! Me lâche pas! Dans mon rêve, j'ai vu Mélanie disparaître, mais je savais pas ce que ça voulait dire. Je t'aime. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle est censée être avec moi, Jim.
Under the Dome, du lundi au vendredi à 18h30 sur RTI 1. Grand-mère, je suis tellement contente. Tu ne vas pas le regretter, ce voyage va nous faire du bien à toutes les deux. Ça va nous rapprocher encore plus. J'en suis certaine, mon trésor. Je t'aime. Votre avion est arrivé à l'heure. C'est bien, on va pouvoir en profiter pour vérifier votre vol retour. Bonne idée. Je serais vraiment ravi de savoir. Excusez-moi. Vous êtes prête? Bon. Bien sûr qu'on est prête, chérie. Alors c'est d'accord, on vient avec vous. Allez, en route. Venez, princesse. Votre carrosse vous attend. Tu n'es pas obligé de partir. Ton frère et moi, on est là. On est ta famille. On n'a jamais été séparés, fiston. C'est bon, papa. Arrête. Laisse-moi faire ma vie. Les 3 visages d'Anna, du lundi au vendredi à 13h35 et rediffusion à 8h sur RTI 1. L'Office national de l'assainissement et du drainage, l'ONAD, organise la première édition de la grande caravane de sensibilisation pour dire stop au mauvais usage des ouvrages d'assainissement et de drainage. Du 18 octobre au 20 novembre 2017, dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Vaillante population, autorités administratives, opérateurs économiques, vous êtes conviés à des moments d'échange et d'information qui auront lieu du 28 octobre au 20 novembre à Korogo, Ferké, Boaké, Yamsokro, Daoukro, Abengrou, Daloa, Mans et San Pedro. Pour tout renseignement, contactez-nous au numéro suivant ou sur onad.ci. ONAD, agir pour un cadre de vie assaini. Sous le patronage de M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, ministre du budget du portefeuille de l'État, chef du gouvernement, sous le parrainage de Mme Raymond Goudou Kofi, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Côte d'Ivoire organise son 11e carrefour ordinal de chirurgie dentaire du 10 au 12 novembre à Yamoussoukro, sur le thème « Responsabilité civile professionnelle et gestion des conflits au cabinet dentaire ». Chers confrères, chers consoeurs, vous êtes attendus nombreux à ce rendez-vous pour une chirurgie dentaire performante et moderne. Bonjour Michel, qu'est-ce qui ne va pas? C'est juste le cas de ma fille qui me préoccupe en ce moment. Tu sais qu'elle finit avec le bac cette année et j'ai envie qu'elle puisse faire ses études supérieures à l'extérieur. Malheureusement, je ne sais pas comment m'y prendre. Rien que ça? Désormais, à Abidjan, votre agence AESCI vous assiste et vous oriente pour les études de vos enfants à Londres, au Canada, aux États-Unis et en Australie. AES, c'est aussi des formations diplômantes, des perfectionnements en anglais et des séjours linguistiques. Contactez-nous au 59 53 81 39 22 50 40 11. Oui, Marco, de retour sur le plateau de la matinale. On vous l'a annoncé, sujet très intéressant, très croustillant. Déjà, je pense que vous avez vu dans notre décor des prémices de notre sujet du jour et du match de demain. Donc déjà, on a des fagnons, on a des... Comment ça s'appelle, Marco? Des crampons, c'est ça? Des crampons. Des crampons. Des paires de marques, une paire de marques. Etc., pour parler de ce fameux match ô combien important que disputera la Côte d'Ivoire demain face au Maroc. Pitié de nous. Match qui décidera, ou du moins qui nous dira, si la Côte d'Ivoire est qualifiée pour le Mondial 2018. Ce sera en Russie. Avant de commencer et de vous présenter nos invités, que vous connaissez déjà, hein, mais bon, la répétition est pédagogique. Pronostic, Marco? Pronostic à la fin de l'émission. Monsieur Patrick Guité, journaliste sportif. Pronostic?
3-0 pour les éléphants. Oh là là. Docteur Nil, sociologue. En tant que sociologue, Max Weber nous interdit de faire du charlatanisme social. Jingle, c'est parti. Alors, le thème est simple. Hein. Éléphant, quand tu nous tiens, le côté sociologique, sociétal, avec bien sûr le docteur Lille Nielbien, sociologue que vous connaissez depuis la saison passée, qui nous a vraiment éclairé avec un E majuscule. C'est toujours un plaisir de le retrouver. Et puis Patrick Guité, journaliste sportif, visage très très connu, analyse pointue. La première question, ça vient d'où cet amour pour les éléphants dans notre pays? Quelle est l'histoire de ce love-là, comme on dit, entre les Ivoiriens et leur équipe nationale? La datation en termes événementiels, au sens où ça vient de telle ou telle année, peut-être serait difficile à dire parce qu'on remarque que le sport fait partie intégrante de la vie. C'est pour ça que les Anglais parlent de jeu et de sport. C'est-à-dire que quand vous êtes jeune, vous jouez, et quand vous devenez adulte, vous pratiquez du sport. Donc ça veut dire que ça se confond, et ce qui se passe dans la vie des individus impacte automatiquement ce qui se passe sur le plan national. Donc on peut dire que très rapidement, l'amour ou le désamour pour nos éléphants est donné même à la naissance de l'équipe nationale. Patrick Guité, journaliste sportif, on le rappelle, les enjeux de ce match sont très très importants, on l'a dit. À la clé, une qualification. Toujours pour parler, hein, pour se rapprocher du côté volet sociologique. Aujourd'hui, l'état d'esprit des Ivoiriens vis-à-vis de ce match. Au niveau des Ivoiriens, il y a deux catégories d'Ivoiriens déjà. Il y a ceux qui sont sur le terrain, donc les footballeurs, et puis les supporters et toute la nation ivoirienne. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont peur, vu les supporters, vu, on va dire, la physionomie des deux dernières rencontres des éléphants, c'était face au Gabon à Bouaké. On sait que les éléphants ont perdu sur leur propre terrain. Et puis le match nul au Mali, qui a fermé quelque peu les portes de la qualification aux éléphants, mais il reste les fenêtres puisqu'on doit forcément gagner, remporter ce match face aux Marocains. Maintenant, vous avez des footballeurs qui sont des professionnels qu'on a rencontrés à leur lieu de regroupement, qui nous ont dit, eh bien, grands frères, chers Ivoiriens, rassurez-vous, nous sommes conscients de ce que nous avons à faire et nous allons tout mettre en œuvre pour battre cette équipe du Maroc qui du moins, en fait, n'a jamais battu les éléphants au stade Félix-Houphouët-Boigny. Alors, au-delà de ce match, hein, c'est quoi l'impact du football sur la société par rapport à la participation mondiale, les aspects sociaux, politiques, économiques et culturels? Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une qualification des éléphants demain aura vraiment des retombées. On aura des retombées vraiment grandes et concrètes à tout point de vue. Hein. C'est du pain béni pour un sociologue. Oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, nous estimons que ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme à travers le monde. On lui concède le titre de sport roi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le football s'est installé dans nos vies, c'est au-delà de tous les rêves. C'est comme si c'est le banquet des footeux, c'est-à-dire le banquet avec ce que cela a comme noblesse. C'est-à-dire être invité au grand repas de Russie en 2018 ou ne pas y être invité, faire partie des 30 et quelques nations sur les 197, c'est au-delà de tous les rêves. C'est-à-dire que socialement, c'est le couronnement de l'effort, de l'abnégation, de la loyauté, des sacrifices, l'hymne national, le patriotisme, la fusion, c'est-à-dire la nation qui se retrouve unie, fusionnelle, communiquant, etc., etc. C'est la fête, c'est beaucoup de choses. D'un point de vue économique, n'en parlons pas, parce que c'est tous les sponsors, c'est Nike, c'est Canal+, c'est bon, pour ne pas les citer. C'est aussi Agamé et tous ceux qui vont commencer à faire des gadgets, des drapeaux, comme on en voit là. Sur le plan aussi symbolique, c'est être parmi les plus forts de cette terre, c'est être vu, c'est avoir une identité nationale. Partout où on passera, on se rappelle, on dirait la Côte d'Ivoire était à la CAN, vous êtes Ivoirien, on vous connaît, on vous reconnaît, etc., etc. D'un point de vue symbolique, ça a cette puissance. C'est aussi du point de vue de la croyance religieuse. Aujourd'hui, d'ici demain, on ne cherche pas à savoir qui est chrétien, qui est musulman, qui est bouddhiste, qui est kokangouiste, qui est pasteur, qui est ceci, cela. Toutes les prières seront bonnes à prendre parce que sur le plan symbolique, nous voulons aller à la CAN 2018. À la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde, pardon. Alors justement, parlons de Coupe du Monde. Notre première qualification pour le mondial, on se souvient, c'était en 2006. Oui. Les Ivoiriens étaient tous surpris, on était tellement contents.
Aujourd'hui, on est en 2017, 11 ans après, on estime qu'on y a droit. Ce n'est plus la surprise de 2006, ce n'est plus le mythe. On estime qu'avec la qualité de nos joueurs, de notre jeu, on estime qu'on y a droit et on va pour chercher cette qualification. Oui, on va pour chercher cette qualification. Vous savez, 3 participations consécutives à une Coupe du Monde. Ça donne, comme vous le disiez, on pense qu'on y a droit, qu'on doit y être à chaque fois. Et vous savez, tout à l'heure, le docteur nous parlait d'économie. C'est quand même 395,5 milliards qui seront partagés à tous les, aux 32 équipes. Et la Côte d'Ivoire aura au minimum plus de 5 milliards. C'est-à-dire la préparation et la participation. Si vous êtes éliminé au premier tour, ben vous aurez tout ça. Donc, c'est tout ça qui pousse un peu, on va dire, les dirigeants de la Fédération ivoirienne de football et l'État ivoirien à pousser nos éléphants à la victoire parce que ça sera une grosse manne pour le financement de notre football, donc pour son développement. Et puis, ça va permettre de, on va dire, focaliser toutes les attentions sur ce sport-là qui nous passionne tous. Justement, je prends la balle au bon. Parlant de passion, c'est formidable ce que le football peut créer. On sait dans l'histoire, vous êtes sociologue, vous l'avez dit plusieurs fois ici, grâce au football, il y a eu des gays qui ont été arrêtés ou interrompus. Grâce au football, il y a des personnes qui se sont croisées, qui ont fondé des familles. Grâce au football, il y a des pays qui se sont réconciliés. Mais ça fait quelque chose, quoi. Ça touche. Pourquoi c'est le football qui crée cet engouement-là? Pourquoi? Bien, c'est le football qui crée ce mouvement-là parce que le football a cette capacité à être accessible, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir de grands moyens, on n'a pas besoin d'être pauvre ou riche pour le pratiquer. Et le football aussi, c'est sur un petit rectangle, on peut prendre n'importe quelle surface, on peut se mettre à jouer ici à 2, à 3, à 4, tout comme on peut se retrouver dans les stades mythiques, tels que ceux de Bernabeu ou ceux de Botafogo, Stade Houphouët-Boigny, etc. On peut le jouer avec le dernier ballon de la Coupe du Monde, tout comme on peut prendre un citron, un chiffon. Donc ça, c'est ce côté accessible. Ça aussi, les règles ne sont pas très complexes. Hein. En dehors, c'est ceci, c'est un coup franc, c'est hors-jeu, c'est facile. Et en même temps aussi, le football réussit quasiment à tout le monde. Vous pouvez être pauvre, vous pouvez être riche, diplômé, pas diplômé, ça vous réussit. Et le football aussi, c'est ce qui donne même aux enfants de la rue un minimum de socialisation. Parce que là, ils sont obligés de venir à des heures précises à l'entraînement, ils sont obligés d'être disciplinés, ils sont obligés... Et ça redonne une seconde chance à tout le monde. Donc, à un moment donné, et puis tout le monde connaît quelqu'un dans sa famille, dans son village, de son pays, de sa nation, qui a pratiqué du football, qui est devenu quelqu'un grâce au football. Donc, il focalise tous les rêves, tous les fantasmes, que ce soit individuel ou collectif. Et les stars deviennent aujourd'hui des icônes. Hein. Des icônes, voire même des hommes politiques. Docteur, maintenant, les parents ne regardent plus les notes en mathématiques, en français, en anglais, mais on lorgne vraiment vers les notes d'éducation physique et sportive. Et vous avez tellement raison qu'il y a des gens qui m'ont dit que moi, mon fils, pourvu qu'il me ramène le BPC, il va pratiquer le football qu'il voudra jusqu'à... Alors qu'à l'époque, c'était l'inverse. Moi, je me rappelle moi-même, quand j'étais arrivé en Europe, j'avais à l'époque 17 ans, et j'ai fait des tests dans des clubs. Et je pouvais faire sport-études. Dans quel club? À Strasbourg, je suis à Strasbourg. Wow. Voilà, donc c'est arrivé le Racing Club. Oui. Et mon père m'a dit, entre les études et le foot, il n'y a pas photo, choisis les études. Honnêtement, pour vous regretter? Je ne regrette pas. Est-ce que vous étiez bon footballeur déjà? Est-ce que vous étiez bon? Parce qu'en France, quand on vous propose sport-études, ça veut dire que vous êtes équilibré des deux côtés. Intellectuellement, vous êtes calé. Et vous savez que c'est l'équilibre du corps, c'est l'équilibre entre la soma et l'intellect. Les gens, à tort, veulent opposer les deux. Alors que quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête. Et quand on est bien dans sa tête, exactement. Je repose ma question. Vous regrettez? Quand je vois les sommes qu'il y a aujourd'hui, là, on parle de 5, plus de 5 milliards de salaires. Voilà, quand je vois les salaires aujourd'hui, j'ai un petit regret. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Alors, Patrick, on parlait... Il est très fort. Il m'a fait dire ce que je... Ça a commencé par non, hein. Après, il y a eu une hésitation, puis finalement, c'est sorti. Alors, on parlait du fait que les stars du foot aujourd'hui sont des icônes, et le docteur le disait tellement bien que les footballeurs, en général, ce sont les gens qu'on a vus grandir dans des quartiers...
pauvres, justement, pour parler de l'équipe de Côte d'Ivoire. On va dire des gens qu'on a vus à Abobo, qu'on a vus à Williamsville, qu'on a vus à Nyama, à Yopougon. Et tout le quartier les a vus grandir. À un moment, ils disparaissent parce qu'ils vont jouer dans des clubs à l'international. Et puis, ils deviennent des icônes mondiales. Donc, ça donne de l'espoir à ces plus jeunes-là, justement, qu'on soit de familles pauvres d'ailleurs ou de familles plus nanties. Hein. C'est clair, hein. Il suffit d'aller aujourd'hui au lieu de regroupement des éléphants, vous verrez les amis, les parents des différents joueurs. Ce sont des icônes, ce sont des modèles, puisque des modèles de réussite sociale forcément. On a parlé de leur salaire, on n'a pas parlé également de leurs acquisitions immobilières et en tout cas de leurs grosses voitures. Ça fait rêver, mais c'est pas facile. Mais c'est pas facile. Il faut dire aux jeunes, c'est vrai qu'ils se reconnaissent en Drogba, en Yaya, aujourd'hui en Mas, Gradel, Gervinho, etc., que ça n'a pas été facile. Il a fallu être discipliné, être à l'heure. Il le disait à l'entraînement, suivre les entraînements, suivre les conseils des coachs, se priver de beaucoup de choses, faire des sacrifices pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Donc, c'est vrai, quand on les voit, on les envie, mais attention, il y a beaucoup de sacrifices derrière et c'est idem pour nous tous, parce que c'est vrai, quand on voit Marcelin ou Eva à la télévision, on se dit, ouais, c'est très beau, mais il y a eu beaucoup de travail, il y a eu beaucoup de sacrifices. Il y a certains qui sont privés de leur petit déjeuner, qui ont prêté les bus bourrés, etc., pour aller à l'entraînement ou pour aller à l'école, pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Patrick Guité, je reste avec vous. Est-ce que cette génération d'éléphants-là mérite d'aller au mondial? Objectivement, non. Pourquoi? Objectivement, non, parce que je l'avais dit après la Coupe du Monde 2010 qu'il fallait faire une rupture pour reconstruire cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Malheureusement ou heureusement, on remporte la CAN 2015 et on renvoie au calendrier grec tout ce que la FIFA avait, on va dire, préparé en termes de reconstruction, de formation, etc. Aujourd'hui, vu on va dire la démarche, vu le comportement des Ivoiriens, je pense que les Marocains mériteraient un peu plus d'être à cette CAN. Pourquoi? À cette Coupe du Monde. Pourquoi? Parce que c'est une génération qui est vieillissante avec les Mehdi Benacer, etc., qui, depuis 1998, n'a pas participé à la Coupe du Monde et qui permet à l'Afrique d'accueillir, on va dire, le CHAN 2018, puisqu'il y a le Kenya qui s'est désisté. Donc, avec tout ça, on aimerait bien voir le Maroc. Mais je suis Ivoirien. Et je sais que les joueurs, les éléphants, sont confiants face à une équipe qu'ils connaissent également, avec des joueurs avec lesquels ils évoluent en Europe, même si c'est vrai que des noms pourraient nous faire peur, tel que Mehdi Benassia qui joue à la Juventus, mais je vous informe qu'il est incertain pour cette rencontre puisqu'il était blessé à la Juventus. Il y a Ishram également qui est au Real de Madrid, mais je vous informe qu'il n'a pas fait un très gros match avec le Real de Cristiano Ronaldo. Nous avons Wilfried Zaha, nous avons Jonathan Kodja, Gervinho qui sont prêts, confiants, à aller au front, à aller à la bataille. Maintenant, il faut aux Ivoiriens de se mobiliser au stade Feu-de-Boigny pour pousser ces éléphants-là à la victoire. Parce que je dois vous le rappeler, au football, il y a les statistiques qui parlent également. Le Maroc n'a jamais battu la Côte d'Ivoire, quel que soit son état de forme, au stade Félix Houphouët-Boigny. Il faudra s'appuyer là-dessus également et s'appuyer sur l'état d'esprit de ces Ivoiriens-là pour pouvoir penser à une qualification. On va parler de l'adversaire, hein, justement, le Maroc, vous en avez parlé. C'est une, je ne vais pas dire une équipe particulière, mais c'est un enjeu particulier. C'est pas comme si on jouait contre le Cameroun ou contre le Ghana. Non, c'est complètement différent. Il y a un contexte qui est complètement différent. Il y a un contexte qui est complètement différent. C'est vrai, on le lit sur les réseaux sociaux, hein, mais ce n'est pas vrai. Le roi n'a pas appelé le roi du Maroc n'a pas appelé le président de la République du Côte d'Ivoire, son excellent M. Alassane Dramane Ouattara, pour lui demander de lui ouvrir les portes de la Coupe du Monde. C'est pas possible. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça va se jouer sur le terrain. C'est vrai qu'il y a un environnement particulier. Je vous le disais, le Maroc aujourd'hui est impliqué dans les affaires de la CAF, donc de la Confédération africaine de football. Le Maroc a accueilli les dernières assises donc, pour la redynamisation, en tout cas le forum de redynamisation donc, du football africain. Le Maroc est très impliqué. Le Maroc est même candidat à l'organisation de la Coupe du Monde, je vais dire 2028, je crois bien. Donc le Maroc est présent un peu partout. Donc on a tendance à croire que tout sera déroulé comme un tapis rouge au Maroc pour aller à la Coupe du Monde 2018.
Et non, pas du tout, parce que les éléphants ne l'entendent pas de cette oreille, c'est tout. Absolument. Alors justement, parlant de cette rivalité, le football, c'est une affaire de rivalité, c'est une affaire de sphère géographique. On connaît l'amitié ou l'inimitié qui peut exister entre les pays du Maghreb, les pays du Nord, les pays du Centre, les pays du Sud. Est-ce que tout ça, ça ne participe pas à aiguiser, à pimenter encore plus ce genre de rendez-vous? Ben, naturellement, puisque selon les circonstances, le Maghreb est considéré comme africain et selon d'autres circonstances, est considéré comme l'Afrique blanche. Donc déjà à la base, et dans nos relations de tous les jours, on le vit, on l'expérimente. Et on n'est pas toujours logé à la même enseigne. Et ça clive, et c'est très clivant, et ça pigmente, ça alimente beaucoup cette rencontre. En plus, c'est l'ancien entraîneur de la Côte d'Ivoire qui nous a fait gagner la CAN, à qui on n'a même pas dit correctement au revoir, ou qui ne nous a pas dit correctement au revoir, qui revient. Et moi, je pense qu'on peut capitaliser mentalement là-dessus. Parce que quelqu'un devra regretter son choix. Soit, et ça, c'est à nous de le faire. Parce que nous sommes chez nous, nous sommes habitués à la chose. Parce que même si on est mal parti, mais la Côte d'Ivoire est quand même habituée au parcours chaotique, calamiteux. C'est-à-dire les Ivoiriens, il ne faut pas être cardiaque quand on les supporte. C'est plutôt quand on ne s'occupe pas d'eux qu'ils sont capables de sortir le match du siècle. Et c'est ça aussi la force du football. Parce que seul le football produit des miracles. Vous voyez, même avec le Sénégal et leur match de l'Afrique du Sud, on est revenu là-dessus, c'est un cadeau royal. Il faut capitaliser sur ces choses. Vous parlez de capitaliser justement et que vous dites qu'on doit prendre ces choses à notre avantage. Mais quand on se dit justement que l'entraîneur, le sélectionneur du moins du Maroc, Hervé Renard, est celui qui nous a donné la coupe en 2015, est-ce qu'on ne se dit pas, à contrario, il connaît nos joueurs, il connaît notre façon de jouer, il connaît notre état d'esprit. Est-ce que ce n'est pas en notre défaveur? Ben ça, c'est quand vous n'avez pas un mental solide. Parce que le rêve de tout élève, c'est de dépasser le maître. C'est-à-dire que ce que le maître vous a donné, vous l'apprenez, vous vous bonifiez et vous le dépassez. Personne ne connaît le maître de Max Weber, qui était Jörg Siebel. Ça veut dire que quand personne ne connaît le patron de Socrate. Ça veut dire que quand un élève est excellent, il finit par dépasser le maître. C'est-à-dire que le maître vous coach, comme il a dit. Le coaching, c'est de l'entraînement. Mais la niaque, la rage, le patriotisme, la puissance, la passion, l'envie de réussir, tout votre parcours, depuis que vous étiez dans un quartier pauvre jusqu'à aujourd'hui, montrer au monde entier de quoi vous êtes capable, ça, ce n'est pas un coach qui vous l'enseigne. Donc, pourquoi nous, en Afrique, surtout nous, en Afrique noire, on a cet amour-là du calcul? Pour payer nos factures, on s'y prend au dernier moment. Oui. Pour se qualifier même, on attend la dernière journée. C'était pas mieux de battre le Gabon pour être tranquille. Là, si on avait battu le Gabon, même une défaite avec un bon goal à virage, nous aurait qualifié. Cette culture du calcul, tactique, dernier moment, tout ça, c'est depuis des années. C'est inhérent aux éléphants seulement ou bien à tout le monde? Ben, apparemment, vous avez parfaitement raison, c'est l'Afrique. Hein. Tout ce qu'on organise, c'est à la dernière minute. On ne planifie jamais, on ne programme jamais, on ne se prend jamais à l'avance. On dit que nous, on procrastine. On remet toujours au lendemain. Ce que je ne peux pas faire aujourd'hui, je le ferai demain. C'est notre vision du temps. C'est une vision cyclique. Alors que les autres, ils préfèrent toujours anticiper. Vous avez parfaitement raison, on aurait pu anticiper. Comme l'a dit le frère journaliste, on avait 3 CAN à notre actif. On avait l'expérience nécessaire. Même s'il y avait une équipe à rebâtir, mais on pouvait reconstruire partie de ce capital confiance pour déjà tuer tout suspense. Mais vous avez raison, malheureusement, l'Africain, c'est quand il a le couteau à la gorge qu'il se rend compte que la mort n'est pas loin. Moi, je vais dire quelque chose rapidement par rapport à Hervé Renard. Vous avez dit c'est le maître, il est le maître de rien du tout. Il est le maître de rien du tout. Il y avait un staff qui était derrière, qui a travaillé dur. C'est vrai qu'il est venu avec Patrice Baumel. C'est vrai qu'ils ont fait un gros travail mental sur les joueurs, mais également dans le staff. Il y avait Kamara Ibrahim, qui fut l'entraîneur des cadets, qui a remporté la CAN des cadets, qui a boosté le moral de ces jeunes également. Et si je vous dis qu'en 2015, lors de la CAN, Eva, tu étais à la finale. Oui. C'est vrai, quand on a annoncé que Kopa Barry était le gardien, tous les Ivoiriens ont crié. Ah oui, on était prêts à sortir du stade. On était prêts à sortir. Mais il y a eu quelqu'un pour aller booster le moral de Kopa Barry, qui a senti également ce manque de confiance vis-à-vis, en tout cas envers lui. Et c'est Kamara Ibrahim qui est monté dans la chambre de Kopa Barry qui lui a dit tu peux y aller, tu vas y arriver parce que c'est ton jour de gloire. Il y est allé et ça a été son jour de gloire. C'est pour vous dire que les éléphants
ne vont pas regarder Hervé Renard avec l'œil de l'élève. C'est pas possible. Ils ont envie d'être à la Coupe du Monde. Je vous ai parlé au-delà des primes, au-delà donc de la dotation de la FIFA. C'est une question de... Visibilité internationale. Oui, c'est clair, parce qu'il y a plusieurs de ces joueurs-là qui ont envie d'avoir des contrats un peu plus intéressants, mais il y a également le patriotisme qui coule dans les veines de ces joueurs-là. Ils vont se donner à 200%, comme a dit Kolo Touré, pour se qualifier. Question, hein. On va se projeter un peu, essayons, du moins. Après ce match, bon, on se dit qu'on sera qualifié. On prendra les deux cas de figure de tous les cas. Oui. Donc on est qualifié. Oui. Plus tard dans la compétition, comment vous voyez la Côte d'Ivoire évoluer à ce mondial-là? Parce qu'en général, on dit, oui, mais pourquoi se qualifier? Parce ils vont aller faire quoi là-bas? Ils vont aller faire quoi là-bas? Donc c'est le premier cas de figure. Oui. Qualification, comment vous voyez l'après? Et puis, il n'y a pas de bois, moi je veux toucher du bois. Il n'y a pas de bois. Si comment vous voyez l'après? Je n'ose même pas le dire, même. Je ne veux pas porter la guigne. Comment vous voyez l'après dans les deux cas? Déjà, les réalités du football africain ne sont pas les mêmes que les réalités du football européen et donc international mondial. Vous comprenez? Avant d'aller, je crois, à la CAN, la Côte d'Ivoire a affronté la France en match amical. Je ne sais pas si vous avez regardé le match. 0-0. C'était des éléphants qui avaient un tout autre visage que ceux qu'on a vus face au Gabon ici et que face au Mali. Donc on ne peut pas prévoir ce qui va se passer en Afrique, en Russie. Le Sénégal. En 98, personne ne prédisait que le Sénégal allait passer le premier tour, allait battre la France championne du monde. Je vous arrête 2 minutes. Je me rappelle de Michel Platini sur une radio qui disait mais voyons, le Sénégal ne peut jamais battre la France. C'est clair. Mais non, je ne vais jamais oublier cette émission. Et on sait ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé. On ne savait pas en 90 que le Cameroun allait battre l'Argentine de Diego Maradona. Donc on ne peut pas prévoir au football. Et c'est ce qui fait le charme de ce sport. Voilà. Dernier mot au sociologue. Docteur, l'année passée, Eva et moi, nous avons payé nos maillots. Oui, très cher d'ailleurs. Très cher, plus de 40 000 chacun. Et on les a fait floquer. On les a fait floquer. Oui. Mais ils nous ont fait ça. Voilà. Bon, bref, cette année. Oui. Moi-même, je partage la même douleur que vous. C'est quoi la question, Marco? Parce que j'ai payé aussi. Oui, je partage votre douleur parce que moi, j'ai payé le même maillot et il n'y a que samedi dernier que j'ai eu le courage de le porter. Soit pour conjurer le sort, je ne sais pas trop. Vraiment, il faut leur dire qu'on les regarde droit dans les yeux. On les regarde, ils n'ont pas le droit de nous faire ça. Ils sont conscients, on leur demande pardon, bien il faut qu'on leur mette la pression. C'est leur travail. C'est leur travail, ils sont professionnels, ils savent ce qu'ils ont à faire. Pour ça, finalement, on a l'impression qu'on les supplie de nous qualifier, alors qu'ils sont là pour ça, ils sont payés grassement d'ailleurs pour ça. Alors qualifiez-nous. En fait, je suis fâché. Notre zone d'année passée, nos maillots sont encore là. En tout cas, merci. Ils n'ont pas le droit de nous décevoir. Non, ils ne le feront pas. On croise les doigts. Allez tous ensemble sur ce plateau. On croise les doigts. Et puis on espère que vraiment bon courage à vous. Et on vous aime, on vous titille, mais c'est parce qu'on vous aime et c'est parce qu'on est fiers et très fiers d'être Ivoiriens. Merci Eva. Merci Marco, merci à nos invités. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe technique qui a travaillé d'arrache-pied pendant cette première semaine. On va gagner. À la réalisation, Christelle Akoussa, rédaction en chef, Kadiri Fadiga. On va gagner. Oui, demain c'est le match. On envoie toutes nos bonnes ondes aux éléphants. Vibration positive. Demain on ne dort pas tôt. On ne va même pas dormir. Inch'Allah.